On sait faire des stores et des rideaux sur mesure. On n'a aucune notoriété. On n'a pas un rond parce que les banques ne nous suivront pas vu la situation. Elles ne nous ont jamais laissé tomber, mais elles ne nous permettront pas d'investir massivement pour développer quelque chose. Et donc, on se creuse la tête. Et alors, je te l'ai dit tout à l'heure, je suis très bricoleur. Moi, je passe tous mes week-ends chez Leroy Merlin à acheter des trucs. Je mesure la superficie qu'ils accordent au store et au rideau chez Leroy Merlin à l'entrée du magasin. Je me dis, putain, s'ils mettent cette place-là, c'est que le marché, il est énorme. Je connais pas du tout le marché du particulier. Et je dis, la seule chose qu'on peut faire, c'est adresser en direct le marché du particulier avec des stores et des rideaux sur mesure parce qu'on sait faire. Et la seule façon de le faire, c'est le digital. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir une belle PME de celles qui font la richesse du tissu économique français. Je vous y emmène réellement car je me trouve à Notonville, dans l'Eure-et-Loire, à une grosse centaine de kilomètres de Paris. Ici est implantée une usine qui fabrique des stores et des rideaux et qui se nomme opportunément store-et-rideaux.com. J'ai le plaisir de recevoir Stéphane Beretti, président de l'entreprise. Avec lui, nous entrons dans la définition de la transformation digitale du Made in France à l'état pur. Nous allons découvrir comment une entreprise traditionnelle qui vendait exclusivement ses produits via une force commerciale directe est devenue en quelques années une véritable DNVB. Avant d'entrer dans le détail, nous allons parler du marché, c'est-à-dire de l'offre et de la demande. En effet, les stores et les rideaux ne sont pas des produits classiques, car ils imposent du sur-mesure. Côté consommateur, nous verrons les tendances et les besoins. Les confinements successifs ont certainement joué un rôle de ce point de vue. Une fois le décor planté, nous reviendrons sur l'histoire de la société et surtout sur ce tournant pris il y a 11 ans. La proposition de valeur a dû être revue et avec Stéphane, nous nous intéresserons à la façon avec laquelle store-et-rideaux.com adresse dorénavant son marché. Nous terminerons par le sujet de la relation client. En vendant directement à ses consommateurs, store-et-rideaux.com a établi le contact direct. Alors, côté CRM, acquisition, fidélisation et réseaux sociaux, comment ça se passe? Mais avant de commencer, Stéphane, pourrais-tu te présenter en quelques mots? Bonjour, donc je m'appelle Stéphane Beretti, j'ai 57 ans et je dirige depuis... j'ai racheté il y a maintenant 16 ans Sodiclair. Voilà. Alors ma carrière, je l'ai commencé... Alors j'ai eu là beaucoup de chance dans ma carrière, c'est que j'ai traversé beaucoup de révolutions, on va dire, technologiques. Mmh. Et c'est une chance parce que on verra qu'il y a un lien logique qui m'a amené tout droit là où je suis aujourd'hui. Première chose, j'ai commencé chez Atari, l'inventeur du jeu vidéo. T'es plutôt commercial? T'as plutôt un profil commercial, ingénieur? Marketing, ouais. Commercial, mais j'ai fait l'école de commerce. Ouais, voilà. ouais. Et donc j'ai commencé chez Atari, où je me suis occupé de la promotion. Atari, on connaît le nom souvent. C'est d'abord l'inventeur du jeu vidéo, puis celui qui a amené l'ordinateur à la maison, avec les fameux 520 ST ou 1040 STE. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont nous suivre là-dessus. Peut-être pas, mais c'était eux qui ont inventé notamment la fameuse prise MIDI qui permettait de faire de la musique à la maison. Voilà. Et donc, ça a été une première révolution. Ça a été un marché complètement incroyable, puisque les gens découvraient ça. Donc, les gens se battaient pour avoir des ordinateurs à la maison. On n'arrivait pas à produire. Ça a été le démarrage du Macintosh, du Mac, quoi. Donc ça a été la première étape, et qui a été une étape assez intéressante, puisque
C'était pour moi le début dans l'informatique, dans le digital et dans le mélange, enfin, la transformation d'un produit qui était exclusivement destiné au travail vers un produit plus ludique. Là, on est en quelle année globalement? C'est quoi les années? Ah bon, on est en 88. 88, et donc tu rentres dans une entreprise pour vendre... Pour m'occuper de la promotion de ces produits. Ces produits-là. Qui sont distribués par des... Pas des distributeurs, c'est-à-dire qu'on est, en fait, c'est une boîte américaine et on est la filiale française. Voilà. Okay. Donc ça, je fais ça pendant 5-6 ans, c'est une belle expérience. Puis je rentre dans une filiale du groupe France Télécom, qui s'appelait EGT, qui est une filiale B2B, et qui avait une vocation, c'était de créer du trafic sur les réseaux de la maison mère, parce qu'à l'époque, je rappelle qu'il n'y avait que France Télécom. Donc là, on est en 92-13 ? Exactement, 92-13. Et c'est l'arrivée du mobile, du GSM, ce qu'on appelait le GSM à l'époque, et donc Itineris. Donc là, beaucoup ne vont pas nous suivre non plus, mais au début, on a lancé le GSM en France, c'est-à-dire avec les 8 watts, les portatifs, les portables, parce qu'on n'appelait pas ça encore des portables, on n'osait pas, vu le poids que ça faisait, c'était impossible. Et donc on avait même 2 quarts de réseau, des réseaux 8 watts, des réseaux 2 watts, donc c'était le tout début, et c'est 92-93. Les premières offres France Télécom, c'est Ola, l'arrivée de je me souviens bien, ouais. Et ben voilà, c'était ça, et donc ça, moi j'ai connu ça, c'est-à-dire cette transformation où avant, le téléphone, on va dire mobile, était réservé à... Il y avait les bebop aussi. Alors le bebop, il est mort-né, puisqu'il a démarré à Bordeaux, je me rappelle très bien. Ouais. Mais enfin, quand le GSM s'est développé, Pour rappeler à ceux qui ne connaissent pas le bebop, on devait rester près d'une borne qu'on pouvait identifier avec un sticker vert, blanc, bleu de mémoire, et absolument. On ne pouvait pas bouger à plus de 10 mètres. Voilà. Et tu n'avais pas notamment ce qu'on a appelé, parce qu'aujourd'hui, ça paraît logique pour tout le monde, mais avant, tu ne pouvais pas traverser entre 2 bornes, ça coupait la communication, il fallait redémarrer. Donc, il y a plein de choses qui ont changé, mais on a lancé ça en 1992, 92-93. Et moi, j'ai connu cette folie-là où le téléphone mobile était réservé à une toute petite minorité de la population, les radios comme 2000, les premiers SFR. Et on a vu exploser ça, c'est-à-dire dans le grand public, tout le monde s'est... Là, ta mission, c'était de faire quoi alors? Nous, on le vendait en B2B, puisqu'on a commencé par les entreprises. Ça a d'abord été un outil de travail, comme souvent d'ailleurs. Ouais. Et donc, nous, ça a été de commencer à vendre à toutes les grandes entreprises, en B2B, les premiers téléphones mobiles. C'est-à-dire, on a commencé à aller expliquer aux gens l'intérêt, à expliquer aux flottes aux commerciaux ce que c'était. On a vendu les premières flottes. Et donc, c'était ça notre travail. Ça a été d'implanter, si vous voulez, tout le mobile dans le milieu professionnel et qui très vite a infusé dans le grand public. Dans le grand public. Ouais. Et du coup, il y a eu la jonction qui s'est faite et le mobile a fait partie de la vie quotidienne des gens. Mais ce n'était pas du tout le cas en 98. En 92, 93, ça n'existait pas. Non. Ça valait une fortune. Aujourd'hui, on parle de forfait, mais à l'époque, il fallait payer pour interroger sa messagerie au tout début. Oui, il y avait des forfaits. Quand on recevait un appel aussi, c'était décompté. Et la première minute était indivisible. Tu payais pour interroger tes messages. Donc, c'était tout le début. Et voilà. Donc ça a démarré et ça a été une première révolution. Ce qui a été toujours frappant, c'est la vitesse à laquelle... Ce qui s'est accéléré, c'est la façon dont s'est diffusée une nouveauté. C'est assez amusant. D'ailleurs, tu regardes, l'informatique domestique s'est diffusée tranquillement, le mobile a été très vite et le digital, enfin l'Internet, ça a été encore plus vite. Ouais. Et donc, tout va de plus en plus vite. Je pense qu'au niveau de la diffusion de ces nouvelles technos. Et donc, moi, j'ai fait ça pendant, 5 ans. Et puis après, j'ai quitté EGT et je suis rentré chez un opérateur télécom parce qu'on arrivait dans la déréglementation des téléphones. Donc là, tu es un peu avant 2000, 98, un truc comme ça Non, je suis 2000 99. Je rentre dans une start-up, enfin une petite boîte qui commençait à créer un opérateur télécom pour les entreprises. On est au tout début de la déréglementation, du dégroupage, toutes ces choses-là. Et donc, on commence à parler de la voix. Donc, on parlait de la voix et de la data, parce qu'on séparait bien les deux marchés. Et donc, on commence à créer cet opérateur, encore B2B, vers les entreprises. Et petit à petit, on commence à mettre des gros tuyaux pour faire de la data, pour faire de l'échange de données, d'images. Mais là, on n'est pas du tout dans l'Internet, hein. On a les premiers. On a un petit tracteur qui passe. Voilà, on est vraiment dans la bosse. Oui, absolument. on a les premiers providers à Internet. On est au tout début. On est au tout début. Là, ton job, c'est à nouveau de convaincre les comptes d'utiliser ce système de provider. Là, moi, je crée un réseau sur toute la France avec des agences, avec des commerciaux pour aller voir toutes les entreprises et leur dire attendez, il n'y a pas que France Télécom. Maintenant, vous pouvez travailler. C'était l'ouverture à la concurrence, c'est tout. C'était ça le démarrage. Donc, si tu veux, moi, j'ai eu cette chance et on a commencé à voir se développer les réseaux. On a commencé à mettre des tuyaux. On avait un énorme service. Nous, on creusait des tranchées, parce qu'il fallait bien passer les fibres, les ducts, ce qu'on appelait les ducts pour passer les tuyaux. Enfin, c'est tout ça. Donc,
Moi, j'ai eu la chance de connaître pendant 15 ans la micro-informatique familiale, le GSM, enfin le mobile, et puis le démarrage de la déréglementation des télécoms qui nous a amenés à l'Internet. Mais si tu veux, quand tu regardes toute cette transition, tu t'aperçois que, aujourd'hui, tout le paysage a complètement changé. L'Internet aujourd'hui, c'est une vraie construction. On parle de l'Internet mobile, donc tu as la réunion entre le mobile et l'Internet. Ça veut dire que on a été très très vite, et moi j'ai toujours considéré, et ça va être déterminant dans la suite de mon parcours, c'est que tout ceci n'était que des outils, c'était que des moyens, que des facilities pour pouvoir faire autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai toujours considéré, par exemple, l'Internet était un canal de distribution. Il sert à faire d'autres choses, mais pour moi, c'est essentiellement un canal de distribution. Le digital, c'est le mobile aujourd'hui, qui est devenu un vrai terminal informatique, hein, qu'on en dise. C'est une façon d'accéder au réseau pour pouvoir commercer ou se servir d'accéder à l'information. D'accéder au commerce et toutes ces choses-là. Donc voilà, aujourd'hui, si tu veux, moi, c'est mon parcours qui m'a amené ça. Et quand on a fini l'opérateur télécom, on l'a revendu à LDCom. Et, en quelle année à peu près? Là, on est en 2002. Donc, t'es salarié, t'es associé? Je suis salarié. Ouais. Je suis le directeur général de la distribution du dernier opérateur. Et puis, la personne qui avait fondé cet opérateur me dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et je dis, écoute, je ne sais pas trop, parce que c'est vrai que on venait quand même de vivre de sacrées aventures, si tu veux, parce qu'en fait, dans une carrière, tu vis quand même des aventures. Là, en l'espace de 3 ans, on est parti, on était 50, on est 800, on fait 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Donc tu te dis, mais maintenant je fais quoi? Je ne suis pas vieux en 2002. Hein. En 2002, je suis il y a 20 65. ans, tu as 37 ans. J'ai 37 ans, je me dis mince. Et cet homme qui est devenu un ami, qui me dit, mais lance-toi dans l'entrepreneuriat. Vas-y, achète une entreprise et développe-la. Et l'idée me plaît, donc pendant 8 mois je suis avec lui, je cherche une entreprise. Et je sais faire quoi aujourd'hui? Je sais faire du marketing et de la distribution B2B. C'est ça mon métier à la base. Et donc on cherche et je tombe sur Sodiclair, une entreprise qui fabrique des stores et des rideaux sur mesure pour les entreprises et les collectivités qu'elle vend à travers une force de vente propriétaire. C'était dans le cadre d'une prestation totalement intégrée, c'est-à-dire que c'est ces commerciaux qui vendent, ces usines qui fabriquent et ces poseurs qui posent. Alors, le marché, c'est donc les collectivités locales et les entreprises. Oui. Typiquement, dans un collège, la façade sud, elle doit être protégée par des stores, et donc les élèves qui tirent les stores. Exactement. Tu vas soit chez des grands comptes en direct, soit tu peux même être sous-traitant d'une entreprise générale. Par exemple, la région demande à Bouygues de refaire tout le collège. Elle va faire des lots. Il y a des lots VRD, il y a des lots maçonnerie, et puis il y a un lot occultation, protection solaire. Nous, on répond à ce lot-là. Et puis on a des commerciaux qui vont voir les PME en disant, voilà, tu as besoin de stores, tu as besoin de machin. Donc on fait que du B2B avec des commerciaux. Quand tu reprends cette entreprise-là, oui. Elle est dans quelle situation? Elle est très saine. Elle marche bien. Alors cet ami m'avait dit, de toute façon, il faut que tu prennes une entreprise saine, sinon tu ne peux pas la financer. Donc on est en 2006. En LBO? Ouais. Il m'a dit, sinon tu n'arriveras pas à la financer. Donc c'est une belle entreprise. Qui donne des chiffres, c'est quoi le chiffre d'affaires, le nombre de salariés? C'est 5 millions de chiffre d'affaires, 4,8 millions, c'est 35 salariés, et c'est 180 000 euros de résultat, donc c'est tout à fait correct, et ça marche très bien. Et t'étais de la région? Pas du tout, non. Ah non, c'est pas du tout. Non, pas du tout. Moi, je suis un amoureux du monde rural, mais je vivais à Paris, j'ai vécu en région parisienne toute ma vie, et je trouve donc cette entreprise en Eure-et-Loire, 150 km et en pleine campagne. Hein, on est vraiment en pleine campagne. Je confirme. Et donc, l'idée, si tu veux, c'est une société qui a un mode de distribution que je connais. Je ne connais pas le produit. Étant personnellement assez bricoleur, je fais assez vite le lien. C'est des produits assez simples d'accès. Un store, ce n'est pas très compliqué en soi. Un rideau non plus. Quand tu es un peu bricoleur, tu as un peu ça tu comprends assez vite ces choses-là. Mais en revanche, je connais le mode de distribution. Je sais ce que c'est qu'animer des commerciaux, je sais ce que c'est que les manager, je sais ce que c'est que faire de la prospection. Tout ça, je connais. Et donc, je me dis, c'est une belle chose. C'est-à-dire que c'est un produit qui est sympathique, parce que pour moi, je le qualifiais que comme ça. Et c'est une société qui marche bien et que je peux donc contribuer à développer. Et c'est pour ça que je la rachète. Continuons sur ce... Et on va s'arrêter il y a 11 ans. Mais continuons. Donc, tu la développes, c'est-à-dire que tu réponds à plus d'appels d'offres une fois que tu l'as racheté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On l'achète en 2006.
Je l'achète en 2006 à sa fondatrice, qui est une femme incroyable, qui a tout monté, qui est partie de rien, elle a créé. Et je dis simplement, moi, ce que je vais amener, c'est les outils modernes de prospection, ma connaissance de l'informatique pour équiper les commerciaux et faire en sorte qu'ils aient une prospection qui soit mieux gérée, mieux pilotée, qui passe moins de temps à faire du reporting, qui passe plus de temps à faire du ciblage. Tout ce que je fais, c'est tous les outils que j'ai mis en place pendant des années dans tout mon parcours. C'est étonnant. Je ne veux pas avoir des clichés ou des préjugés. On n'imagine pas une femme dans ce type de business. Je me trompe ? Non. On n'imagine pas une femme, mais après, ça dépend de la personnalité des gens. Elle a une personnalité incroyable. D'ailleurs, je m'entends très bien avec elle, puisque j'ai gardé ses 2 enfants qui sont des membres de l'équipe de direction. Je dîne avec elle tous les mercredis. Ah oui. Ah oui, parce que c'est une femme remarquable. C'est une entrepreneuse qui a été courageuse, qui a monté cette boîte avec son mari. Il est décédé dans les 2 ans. Donc autant dire, elle s'est retrouvée à la tête de ce truc-là toute seule. Et elle l'a amené là où elle était quand je l'ai racheté. Donc c'est remarquable, c'est exceptionnel. En plus, elle a découvert le mailing fax. Elle a toujours été assez innovante. Et une femme à poigne, une femme... elle est hyper connue dans la profession. C'est-à-dire quand Madame Billy arrivait, on se tenait bien, quoi. Elle est toute petite, mais elle était tonique. Donc si tu veux... C'est aussi ça que j'ai aimé. C'était une belle boîte qui était tenue par une femme qui avait une personnalité, qui était assez innovante dans la distribution, dans l'utilisation de ces outils-là. On s'est entendu tout de suite, et on est parti comme ça. Ouais, parce que tu l'as choisi autant qu'elle t'a choisi, non ? Quelque part. Ouais, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'elle avait déjà refusé plusieurs propositions. Ça, elle m'a toujours dit. Ouais. Ah oui. Mais tu sais, je peux le comprendre. C'est une boîte que tu as fondée, tu n'as pas envie de la céder à n'importe qui. C'est pas qu'une affaire d'argent. Non. C'est pas qu'une affaire d'argent. Ouais, bah la preuve, vous êtes toujours en Oui, puis on s'entend contact, bien. Et puis on s'entend bien. Puis je pense que là, on a gardé... Tu sais, on va y revenir, mais on n'a rien changé en fait de l'âme de la boîte. Ouais, alors on va y revenir, mais justement, continue. Tu arrives, tu reprends cette boîte, tu veux accélérer un certain nombre de choses. Je veux développer la boîte dans son métier classique, qu'elle connaît, que je connais, qui est le B2B, embaucher des vendeurs, développer l'offre, mettre des outils. Les capacités de production sont... Les capacités de production sont tout à fait satisfaisantes, mais en tout cas, elles répondent aux besoins du moment. L'offre est tout à fait intelligente. Voilà, donc c'est surtout un développement, on va dire, commercial et de l'optimisation commerciale et du développement. Comment on fait ça ? On recrute plus de commerciaux, tu sais, tu commences par analyser les chiffres. Tu commences par analyser les chiffres, tu regardes combien ils font d'activités, combien ils voient de clients, combien ils font d'affaires, combien ils ont de rendez-vous. Tu regardes un petit peu si en organisant ça un peu plus intelligemment, tu arrives à en faire un peu plus de visites, un peu plus d'organisation. Tu peux les aider à gagner du temps, à trouver les cibles, à prospecter plus rapidement. Et tout ça, c'est une forme d'entonnoir de conversion. Hein, c'est exactement ça, quoi. Ça veut dire que... Non, mais on est déjà là-dedans, quoi. Parce qu'un commercial, son ennemi, c'est le temps. C'est-à-dire qu'un commercial, si tu n'organises pas son temps de travail, il fait que de la route. Ouais. Surtout sur des secteurs super grands. Donc, si je devais te donner simplement un état, un commercial qui travaille bien, il fait 5 visites par jour de prospection. Sur 200 jours, ça fait 1000 entreprises. C'est à rapprocher à ce qu'on peut faire avec de l'Internet. Donc, la problématique, c'est comment tu fais pour que ce qui est 1000 devienne 1200. Tu t'occupes même pas d'améliorer les taux de transformation. Tu l'aides simplement à là où il arrivait à faire 1000 contacts, qu'il en fasse 1100. Avec tout le talent qu'il a. Comment tu peux l'aider à faire ça ? Donc ça, c'est finalement ce que... c'est ce que je sais faire. Voilà, et ce à quoi tu t'attelles en reprenant l'entreprise. Absolument. Pendant combien de temps, finalement On fait ça pendant 18 mois. 18 mois. Ça se présente bien. En plus, on avait une petite particularité, c'est qu'on avait des commerciaux d'un certain âge. Donc il a fallu gérer le remplacement de certains. D'abord le remplacement parce qu'ils étaient habitués à Madame Billy, à ses méthodes, à son truc, donc il faut le gérer aussi, ça humainement. Bien sûr. Mais on était habitués à ça. Et donc on met ça en place, ça se passe plutôt bien, le marché est sympa. Puis en 2008, patatras. En 2008, on se prend cette énorme crise et qui nous touche vraiment. Ça veut dire qu'elle touche tout le monde, mais nous, on la touche 3 fois. C'est-à-dire, vas-y, explique pourquoi. Alors, d'abord, parce que nos clients, c'est les entreprises. Donc, quand les entreprises souffrent, elles n'achètent pas de store, de rideaux, elles font attention à ce qu'elles dépensent et elles décalent les projets d'investissement. Ça, c'est sûr et certain. La deuxième chose, c'est qu'on a la première vraie grosse baisse des dotations des collectivités qui présentent 40% de notre chiffre. Donc, si la collectivité n'a pas l'argent, elle n'a pas de dotation, elle n'achète pas, même si elle a des besoins. Ce n'est pas le sujet.
C'est-à-dire que les écoles, on avait une belle natalité, les écoles, il fallait changer les trucs, mais elles n'avaient pas l'argent. Mmh. Et la troisième chose, c'est qu'on ramasse une crise sans précédent dans le bâtiment. Donc on ne construit plus. 3 axes, on ne construit plus, on construit moins. Mmh. Et donc les chantiers se baissent, il y a moins d'appels d'offres, il y a moins de choses comme ça. Donc nous, du jour au lendemain, on perd quasiment 15 à 30% suivant les secteurs de notre chiffre d'affaires. Donc 2008 est une année... 2008 est une année où on le voit venir. On le voit venir. Donc il y a une inertie, il y a une inertie puisqu'on est en fin de second œuvre. Donc on voit que les entre 2009-2010 voilà, qui était dans exactement. le creux de la vague. Et donc c'est là où on commence à réfléchir. On se dit mais non, c'est pas possible. On va fondre la boîte, quoi. Parce que ça va pas le faire. Et moi là, c'est la première prise de conscience que j'ai, à dire je peux pas laisser partir cet outil et ce savoir-faire. C'est juste impossible. On parle pas de Made in France là. Le Made in France, ça n'existe pas à l'époque. On n'en parle pas. C'est-à-dire que nous, on fait du Made in France parce qu'on a toujours fait du Made in France. Mais tu le vois sur aucune doc, tu n'as aucun commercial qui t'explique que c'est du Made in France. Tout le monde s'en fout. C'est pas la question. Donc on réfléchit et on se dit, mais comment on fait ? Et moi, il y a 2 choses sur lesquelles je suis certain qu'il ne faut pas bouger. C'est il faut pas changer notre ADN. C'est-à-dire on fait que du sur-mesure, que de la vente directe, c'est-à-dire que du direct vis-à-vis de nos clients, et je reviendrai là-dessus, parce que c'est très important. Et la troisième chose, on fait une prestation totalement intégrée. C'est-à-dire que c'est nous qui faisons tout de A à Z. C'est-à-dire à la fois la fabrication, la livraison et la livraison, pose. on a des transporteurs, mais si tu veux, on gère... Il y a la pause. Il y a la pause dans le B2B, on verra que dans le digital, on ne fait pas la pause. Bien sûr. Mais tout ce qu'on fait, on le fait nous-mêmes. Et ça, c'est, je pense, qui va nous sauver. Tu verras que quand on parlera de notre modèle, par exemple, à des gens comme le CIP français, qui contribuent énormément à développer le Made in France, c'est un modèle un peu différent du nôtre. C'est-à-dire que nous, on a investi dans notre outil de production. On va y revenir après. Donc là-dessus, tu as cet outil de production qui existe. Voilà, et que je ne veux pas laisser partir. Que tu ne veux pas laisser partir. Des produits qui sont à destination du B2B, des collectivités, des entreprises. Le marché, tu es au creux. Voilà, tu as des salaires à payer à la fin du mois. Qu'est-ce que tu fais ? Et tease le truc, parce que j'ai la réponse. Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? La seule chose qu'on sait faire, c'est des stores et des rideaux sur mesure. Ok. Et quels sont les points faibles ? Alors, je vais être tout à fait franc. Ça va être très simple. Ce qu'on sait pas faire, on sait faire des stores et des rideaux sur mesure. On n'a aucune notoriété. On n'a pas un rond parce que les banques ne nous suivront pas vu la situation. Elles nous ont jamais laissé tomber, mais elles ne nous permettront pas d'investir massivement pour développer quelque chose. Et donc, on se creuse la tête. Et alors, je te l'ai dit tout à l'heure, je suis très bricoleur. Moi, je passe tous mes week-ends chez Leroy Merlin à acheter des trucs. Je mesure la superficie qu'ils accordent au store et au rideau chez Leroy Merlin à l'entrée du magasin. Je me dis, putain, s'ils mettent cette place-là, c'est que le marché, il est énorme. Je ne connais pas du tout le marché du particulier. Et je dis, la seule chose qu'on peut faire, c'est adresser en direct le marché du particulier avec des stores et des rideaux sur mesure parce qu'on sait faire. Et la seule façon de le faire, c'est le digital. Et c'est comme ça que naît l'idée. Et je t'assure qu'il n'y a pas une étude de marché supplémentaire. On part comme ça. Pourquoi ? Le maître linéaire chez Leroy Merlin. Oui, absolument. Parce que de toute façon, quand je recherchais une entreprise chez mon ami, là, il me disait, de toute façon, si tu fais des études et si tu en fais trop, à la fin, tu arrives toujours à une conclusion. Il y a autant de raisons de ne pas le faire que de le faire. Donc à un moment, il faut que tu décides. Entreprendre, c'est d'abord dire, j'y vais. Et donc, on décide d'y aller. Et donc, quels sont les éléments qu'on a en main ? On sait faire des stores et des rideaux sur mesure. On sait très bien les faire. On a un atout énorme, c'est que... On fait des bons produits parce que comme on les fait pour les entreprises et les collectivités, c'est des produits qui sont malmenés. Donc il faut les faire avec du bon matériel. Donc c'est solide. C'est solide parce que sinon, tu as de la maintenance et c'est une catastrophe. Et on dit, on ne change pas de composants. On verra que ça a un impact dans notre positionnement prix. En revanche, il faut qu'on recrée une gamme de tissus et de toiles parce que tu ne mets pas chez toi ce que tu mets au bureau. Et en plus, on n'a pas la nécessité d'avoir des toiles non feu M1 comme on est obligé de le faire dans des établissements. La réglementation n'est pas la même pour les particuliers que pour les collectivités. Donc, on recrée l'offre, ça c'est assez facile, on trouve des fournisseurs. Là où ça devient compliqué, c'est comment on explique. Parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est quand tu fais des produits sur mesure, le client n'a pas le droit de les retourner. Mais je sais bien. Ça aide vachement, ça, pour quand tu n'as pas de notoriété pour démarrer, tu vois. Donc on se dit, il faut vraiment qu'on accompagne le client au maximum. C'est-à-dire qu'on passe des mois à faire des fiches pour l'aider à prendre des mesures, des fiches pour poser. On fait des vidéos d'aide à la pose. Mais là aujourd'hui, ça paraît évident pour tout le monde, les tutos.
Mais il y a 11 ans. C'est ça. Là, il y a 11 ans, on est en 2011. Exactement. Voilà. Et là, il y a cette nouvelle aventure qui se lance. On a compris le marché que tu adresses. Tu viens de le détailler en partie. En partie. Le B2C, les particuliers, les stores et les rideaux pour les particuliers. Avant qu'on rentre dans le détail de comment cette aventure s'est développée, parle-nous justement de ce marché. Je le disais en introduction, un marché, c'est la rencontre de l'offre et de la demande. Sans forcément refaire toute l'histoire, j'imagine que le marché aujourd'hui, en 2022, a évolué avec la succession de confinements. Pourquoi je dis ça? Et tu vas me dire si je me trompe, c'est que les confinements... Tu parlais de tes bricoleurs. Pendant les confinements, les gens se sont mis à s'intéresser à leur intérieur. Donc je me dis, possiblement, ils se sont achetés des rideaux, des stores, des choses comme ça. Bon, bref, aujourd'hui, c'est quoi ce marché de façon générale? Alors, c'est un marché qui est très important, puisque c'est l'équipement de toutes les fenêtres. Donc, si je voulais aller jusqu'au bout tu comptes le nombre de fenêtres et tu dis, voilà, potentiellement... Tu as des idées de combien il vaut ce marché? Je sais qu'on change 70 à 100 000 fenêtres par an en France, puisqu'on a tout le bâtiment aussi, toutes les constructions des années 70 sont en train de changer les fenêtres. Donc, tu as souvent une démarche, je change les fenêtres et après, je change mes rideaux, mes stores. Mais sans vouloir rentrer dans ce détail-là, si tu veux, le marché, il est colossal, pour plein de raisons. La première chose, c'est que la protection contre le soleil, c'est quelque chose dont les gens ont de plus en plus besoin. Et alors, tous ces phénomènes-là ont été amplifiés par les confinements et des choses comme ça. Parce que quand tu rentres le soir du travail et que tu n'as pas vu qu'il y avait du soleil dans la pièce, alors que tu vas y travailler pendant un temps, tu ne le sais pas, donc tu ne fais pas. Quand la situation est tendue, ce qui est quand même assez difficile depuis quelques années, tu essayes de préserver ton intérieur, donc tu essayes de faire un intérieur le plus douillet possible, donc tu accordes plus d'importance à la décoration de ton intérieur. C'est-à-dire que dans le store et dans le rideau, tu as deux dimensions. Tu as une dimension technique, qui est une dimension de protection, c'est-à-dire c'est une dimension qui est liée au confort. Tu te protèges des regards indiscrets, tu te protèges de la lumière, puisque quand tu veux faire de l'occultation, c'est ça. Tu te protèges du soleil et des effets néfastes du soleil, notamment de la chaleur, de la décoloration des choses sur ton mobilier, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est les dimensions techniques. Et il y a une deuxième dimension qui est une dimension décorative. Esthétique. Donc tu as ces deux clés d'entrée. Après, tu interviens également sur deux niveaux de marché, sur le niveau du marché de la rénovation. Les gens refont quelque chose, ils changent. Et nous, on le voit dans nos clients d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on a des clients, chaque mois, on fait 40% de notre chiffre d'affaires sur des clients existants. Tu te dis, dans le store et le rideau sur mesure, c'est surprenant. Je te confirme, c'est surprenant. Oui et non. C'est-à-dire que tu vis avec les gens. Dans la vie de tous les jours, tu ne refais pas toute ta maison en entier. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est structurel ou conjoncturel? Est-ce que c'est parce que on est dans une phase de rénovation et elle va peut-être... Non, parce que je pense que ça fait partie de la vie de tous les jours. Les gens ne refont pas toute leur maison ou tout leur appartement d'un seul coup. Non. Tu vas commencer par faire la cuisine, tu vas équiper la cuisine. Puis tu as un enfant, tu vas faire sa chambre d'enfant. C'est intéressant, donc en fait, tu es quand même sur des notions de fidélisation. Oui. On va revenir après, ça c'est un gros sujet. Ouais. Mais donc, si on reprend sur le marché, tu as le marché, donc tu es au confluent, d'un marché de réno, d'un marché de neuf, d'un marché technique, puisque tu dois amener du confort et de la protection, avec un marché de la décoration, d'accord ? Tu as une grosse tendance qui est les gens veulent un intérieur sympa, parce que le monde est agressif à l'extérieur, donc plus c'est agressif à l'extérieur, plus tu veux être protégé, entre guillemets, chez toi, plus tu veux être bien chez toi. Le cocooning, ce qu'on appelait le cocooning. Ah ouais. Bon, ça c'est des tendances de fond. Et ça, si tu veux, nous, c'est quelque chose... Alors après, il y a une autre chose qui est arrivée, c'est que en 2010, 2011, le marché, il n'est pas dans le sur-mesure. Le marché, il est dans le prêt-à-poser. Ce que tu as chez Leroy Merlin, où tu avais tu achetais des stores vénitiens, par exemple, il y avait du 50, du 60, du 40, du 70. Aujourd'hui, on est arrivé à... Bien sûr, parce qu'on est arrivé et le digital a aidé. C'est le standard aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, et c'est ce qui a fait le marché, c'est-à-dire qu'on a eu deux choses. On a le marché qui s'est développé parce que les gens ont amélioré leur habitat, parce que ça c'est incontestable. Et la deuxième chose, c'est que tu as eu le marché du sur-mesure a augmenté parce qu'on a transféré une partie qui avant était du prêt-à-poser au sur-mesure prêt-à-poser. Et aujourd'hui, tu sais identifier si c'est l'un majoritaire par rapport à l'autre. Aujourd'hui, sur des produits comme le store vénitien ou le store en rouleur, le sur-mesure est prioritaire, et majoritaire, pardon. Sur le rideau, c'est plus compliqué, parce que... Mais à côté de ça, tu as d'autres phénomènes. Les gens cousaient moins. Ah oui. Voilà, donc tu peux, sur le rideau, que tu as un rideau qui fasse 1m42 ou 1m40,
c'est pas un drame. Non. La hauteur, en revanche, je voudrais mieux pas que ça traîne par terre ou que ça arrive à 10 cm du sol. Bien sûr. Donc, c'est plus après. Donc, tu as eu une époque où tu avais des autocollants, où tu passais au fer, mais aujourd'hui, les gens veulent des bons produits. Puis il y a un autre sujet, mais ça, on est déjà un peu plus loin, c'est que le marché change parce que l'offre qu'on propose aux clients change. Ce qui coûte cher dans la déco, c'est tous les coefficients qui sont mis en intermédiation. Quand toi, tu es fabricant et que tu peux proposer en direct ton produit à un client, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux vivre correctement, rémunérer tes équipes, faire de la communication et proposer un produit à un bon prix. La question, c'est quoi? C'est je propose un produit, un rideau sur mesure par rapport à ce qu'un client, s'il voulait un rideau sur mesure, il allait l'acheter, il va le payer 4 fois moins cher chez moi. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Donc finalement, quand même, le marché il s'est structuré aussi... grâce au digital. Grâce au digital. Absolument. Et par l'offre. Bien sûr, par l'offre. Voilà. Par l'offre et par les attentes du client. On y reviendra après, parce qu'il y a eu un phénomène qui a été extrêmement important, mais pas que dans notre marché. C'est que le rapport de force, si on peut l'appeler comme ça, a changé. Aujourd'hui, le client, c'est lui qui a la main. Il sait exactement... Et nous, on se bat, et il était temps, pour le servir en fonction de ce qu'il attend. Il attend quoi d'autre que ce que tu viens de me dire, le client aujourd'hui, le consommateur? C'est là où tu vois, il attend savoir où c'est fabriqué, comment c'est fabriqué. C'est toute la responsabilité des entreprises. Pourquoi? Il ne fait pas attention qu'aux produits qu'il achète. Il fait attention aux produits qu'il achète, où il l'achète, comment il a été fait, par qui il a été fait et comment se comporte l'entreprise qu'il fait. Il a des attentes de traçabilité, d'origine, sociétale. Sociétale. C'est-à-dire que le prix n'est pas le seul driver. Le critère, bien sûr que non. Bien sûr que non. Non, mais évidemment, tu parles de ton positionnement, mais c'est quelque chose moi, j'en suis intimement convaincu. En tout cas, nous, on le vit tous les jours. Dans la grande distribution, et je ne veux pas citer les enseignes spécialisées, ce sont des produits qui viennent de Chine, enfin, tu vois, d'Asie, qui sont cheap. Oui. C'est une part importante, ça, du marché Non, c'est pas... D'abord, attention, les Chinois savent coudre. Ouais, mais bien sûr. Mais ils savent coudre, ils savent. Non, mais tu parlais c'est parce que c'est pas par rapport à la qualité du produit que je mentionne ça. C'est par rapport à la dimension RSE. Tu disais que les clients, ils veulent savoir aujourd'hui où c'est fabriqué, comment c'est fabriqué, par qui c'est fabriqué. Ça fait partie des éléments de décision. Et quand tu vas dans une grande surface spécialisée, t'as pas accès à cette information. Mais encore une fois, aujourd'hui, quand tu regardes dans les grandes surfaces de bricolage, c'est des gens qui sont extrêmement structurés pour vendre du prêt-à-poser ou de l'outillage. Il y a un dernier élément, j'en ai pas parlé tout à l'heure, qui fait que le marché se développe, c'est l'ouverture du bricolage, c'est-à-dire le développement du bricolage, du do-it-yourself, comme on dit, et surtout l'ouverture au monde féminin. D'ailleurs, tu le vois, c'est assez frappant. Tous les outils ont été repensés pour qu'ils s'adaptent aux mains et qu'ils soient mieux adaptés aux femmes. Tu sais ce qui a contribué? Alors ça, je te le partage parce que j'ai travaillé pour les outils de jardin, des bricoleurs, jardiniers, style, tu vois, les tronçonneux, très bien. Qui ont vécu finalement ce que les constructeurs automobiles vivent aussi, c'est-à-dire le passage du thermique à l'électrique. Et l'électrique, c'est plus simple d'utilisation, parce que tu n'as pas à tirer pour ça démarrer. Pas, tu ne te salopes pas. Voilà. Et les femmes se sont mises à utiliser ces outils-là. Oui, et puis même tu prends même les nouveaux marteaux, les nouveaux matériaux des marteaux, ils vibrent moins dans la main. Donc même nous, quand tu tapes avec un marteau, tu as moins mal. Donc ça veut dire que tout ça, c'est du progrès. C'est-à-dire que notre marché, c'est une dimension technique, parce que la protection de chaleur... Alors je pourrais te rajouter plein de choses comme ça. Tu vois, aujourd'hui, quand tu développes ton intérieur, tu as deux façons de développer ton intérieur. Le plus simplement, c'est d'aménager tes combles et de faire une véranda. Mais quand tu fais une véranda, si tu veux y rester un petit peu l'été, il faut te protéger du soleil. Donc là, tu comprends que la protection solaire est importante. Et tu veux te protéger aussi des regards indiscrets. Donc on a une vraie dimension technique. Et aujourd'hui, tu as des toiles. Il y a un vrai travail qui est fait sur les toiles. Je comprends. Donc tu as un vrai travail là-dessus. Tu as une dimension décorative et tu as une dimension qui est le volume du marché qui augmente parce que les gens s'en servent plus. Donc moi, ce marché-là, il a... Et encore une fois, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, c'est-à-dire que nous, on a pris un positionnement, c'est que nous, on fait que du sur-mesure, parce que sinon, je ne vais pas aller chercher à me placer par rapport à des gens qui font fabriquer ça au Pakistan et qui font venir ça par container. Ça n'a pas de sens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des gens qui veulent avoir des produits sur-mesure, à des prix abordables, et qui attachent de l'importance à la façon dont c'est fait, où c'est fait, et c'est tout. Voilà. Donc mon positionnement est super simple. Ouais, on va y venir. Je reviens sur les consommateurs. Est-ce que tu notes que c'est plus masculin ou plus féminin ou que c'est 50-50. 50-50.
50-50. Alors, non, Maxime t'expliquera que c'est 48, mais enfin... Maxime, tiens, tu le cites, on va le remercier Maxime quand même. Cornio, je vais le remercier parce que c'est grâce à lui qu'on est ensemble aujourd'hui. Voilà. C'est le responsable de toutes les activités digitales chez nous, parce qu'à un moment, il faut passer la main et il faut qu'il y ait des gens qui fassent que ça et qui soient compétents en la matière. Donc, il a rejoint l'équipe il y a 2 ans, il fait un super boulot. Et d'ailleurs, je t'en reparlerai d'ailleurs, parce qu'on intègre aujourd'hui, nous, en pleine campagne, des alternants. Tu vois, c'est super. C'est un vrai projet. C'est un vrai... On y vient. Oui, donc justement, tu parles de ton entreprise et un peu... revenons maintenant directement sur ces changements qui sont arrivés, comment tu as restructuré l'entreprise. On en était resté au lancement, justement, de l'activité Internet. Quand tu connais pas, comment on fait, comment on recrute? Là, tu commençais à parler de Maxime, en fait, de ses recrutements. On a besoin de s'entourer de gens qui ont des expertises peut-être nouvelles. Ah oui, alors tu as raison. Alors au début, que je te rappelais tout à l'heure, on n'a pas d'argent. Donc on commence par embaucher personne. Et notre métier, c'est de faire des stores et des rideaux. Donc on cherche des partenaires qui peuvent nous accompagner. Et des partenaires locaux. Donc on a une petite boîte qui a développé notre site. Mmh. Et on était assez ambitieux, on a été un des premiers à faire des configurateurs, donc on avait un vrai configurateur. Ouais, parce que ça, c'est quand même la clé de voûte de tout le système, hein. Tu vas nous en parler, mais le sur-mesure online, c'est-à-dire que tu déportes la responsabilité sur le consommateur, ça nécessite quand même de penser, et ça dès le départ, tu l'avais en tête, qu'il fallait un configurateur un peu puissant. Il fallait que le client, il voit ce qu'il allait recevoir. Et il fallait qu'il puisse tout choisir. Le principe, c'était simple, c'était offrir les mêmes services que dans une boutique, mais à distance. Et donc, ça veut dire, un client veut des échantillons, on lui envoie des échantillons, gratuitement, sous 48 heures ou sous 72 heures. Il touche le tissu, il regarde. Il configure son rideau, il choisit des œillets dorés, les œillets dorés, il les voit. Il configure tout. Alors aujourd'hui, évidemment... Mais comment tu rédiges ton cahier des charges? Parce que c'était pas ton business de faire ça. Comment tu fais? C'est pour donner à la boîte, c'est avec eux que tu travailles le cahier des charges? On le fait ensemble. Moi, je sais ce que je veux. On en discute. Alors, on sait faire des rideaux, on sait faire des stores, hein, attention, on ne part pas de n'importe quoi. Bien sûr. Ce qui était très compliqué, c'est de vulgariser la connaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour tout le monde, bah oui, mais c'est évident. Non, c'est pas évident du tout. On recommence, on écrit. Il faut que le client y comprenne qu'une ampleur, qu'est-ce que c'est parce que il faut qu'il sache qu'il faut qu'il rajoute un peu de tissu, tout ça. Enfin, c'est ça. On a passé 18 mois à faire ça. Si tu veux, on a passé 0 seconde à apprendre à faire un rideau, on savait le faire. On n'a pas changé, on n'a rien changé dans l'usine. Non, mais à vendre en ligne. On a appris à vendre en ligne et surtout à permettre aux clients d'acheter. Parce que c'était le mettre en condition pour qu'il ait confiance à acheter chez nous un rideau sur mesure, c'est-à-dire une boîte qui n'a aucune notoriété, un produit qui ne pourra pas retourner. Et à l'époque, on n'est quand même pas nombreux en 2011 à vendre du produit sur mesure sur Internet. Et là, il pouvait appeler s'il avait besoin de, c'est moi qui conseils. Ouais. Donc là, tu as l'outil qui permet... Tu as développé le canal. Maintenant, comme tu le dis, il faut le pas de porte, hein, quelque part. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui passent sur ton site. Ouais. Donc après, on démarre avec la version 1 du site. Ouais. J'avais fixé une règle, on ne perdra jamais d'argent. Moi, je venais des télécoms, je savais ce que c'était que perdre pendant des années pour espérer en gagner un jour. Moi, je n'ai pas les moyens de perdre de l'argent. Donc, il faut qu'on commence doucement. Et donc, à l'époque, on se dit, le seul moyen de se faire connaître, c'est Google Ads, comme d'ailleurs aujourd'hui, en grande partie. Donc, on commence comme ça. Et là, je trouve une petite boîte. Ce qui est intéressant, c'est que tous les partenaires qui ont travaillé avec nous, en 2011, ils n'étaient pas très gros, ils ont grossi avec nous. Donc ça aussi, c'est très important parce que il faut aussi savoir faire confiance, il faut savoir emmener aussi ces gens-là en leur disant, voilà, on va vivre une aventure ensemble, toi, tu es un spécialiste, toi, tu te tiens au courant de toutes les nouveautés techniques, toi, de toutes les nouveautés avec Google, tu as un lien avec Google, moi, je me tiens sur le store et le rideau. On s'en voudra. Moi, j'ai des partenaires, ils participent tous les mois à nos réunions de direction sur les sites Internet, au même titre qu'ils étaient salariés. Parce qu'on a toujours fait comme ça, c'est un vrai deal gagnant-gagnant. La personne qui dépense notre argent sur Google AdWords, il est payé en fonction du chiffre d'affaires qui est généré. Et du taux de pub. Et c'est comme ça depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, si on fait des bons résultats, il gagne. Je trouve ça sain, je trouve ça assez sympa. Et en plus, c'est assez motivant pour lui. Et il n'y a rien qui est plafonné. Donc, ça fonctionne comme ça. Tu trouves la première traction, c'est les premières ventes.
tout doucement, on commence. Voilà. Tu dois te souvenir d'ailleurs oui, j'ai tous les tableaux. On a commencé, on faisait 3 ou 4 commandes par semaine. Ah ouais, c'est ça. Et puis après, la première année, je crois qu'on a fait 170 000 euros de chiffre d'affaires. Mais dis-moi, quand tu commences, d'un point de vue de l'outil industriel, ça nécessite quand même de changer 2-3 choses. Au début, on n'a rien changé, tout fait sur Excel. Non, mais donc c'est le début du changement. Ce que je veux dire, c'est que par là, c'est que poster un rideau, enfin une paire de rideaux, c'est pas la même chose que d'aller livrer le collège de je sais pas où pour équiper les rideaux. Ah ben on a appris à emballer, on a appris. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Ouais. On a été voir des cartonniers, on leur a fait faire des emballages en accordéon parce que si tu fais un produit sur mesure, il faut un emballage sur mesure. Bah voilà. Donc tout ça, on a appris petit à petit, on s'est posé des questions, puis on a trouvé un fournisseur de carton, puis on a trouvé... Oui, on a fait tout ça. Comment ça s'est passé auprès de des équipes présentes, historiques de l'entreprise, quand finalement tu leur expliques qu'il va y avoir une nouvelle corde à l'arc de l'entreprise ? D'abord, si tu te rappelles ce que je disais tout à l'heure, on est dans une situation où ils voient que le business baisse. Ouais. Eux, c'est les premiers à savoir que c'est pas bon. Donc, c'est pas très compliqué de les emmener. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dois les rassurer. C'est ton boulot en tant que chef d'entreprise. Ton seul boulot, c'est de préserver leur job. Il n'y en a pas d'autre. Donc, je dis pas que tu les fais adhérer, mais tu les emmènes. Parce qu'on dit, voilà, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on y aille. On y va tous. Donc, voilà. Et tout le monde monte dans le train. Dans l'usine, ça ne change pas grand-chose. Parce qu'ils font un store comme ils en faisaient avant. Machin. On leur dit simplement, attention, maintenant, il faut qu'il soit bien présenté. On va le mettre... Quand c'est nos poseurs qui les emmenaient, c'était moins important. Donc maintenant, tu vas le plier comme ça. Donc on fait des ajustements et on explique. C'est vrai qu'au début, ils nous ont tous dit on va faire de l'Internet. On n'avait même pas la DSL au début. Ah oui. Non mais voilà, c'est arrivé. Et là on verra aussi, parce qu'on verra aussi ce qui se passe au niveau local. Parce qu'on a été aidé pour avoir la fibre assez vite. Pour avoir la fibre à Notonville, c'était pas gagné. Mais on l'a eu. Et donc, petit à petit, tu amènes une petite brique. Et les équipes de direction, de toute façon, elles n'ont pas le choix. On y va tous ensemble. On se lance à fond là-dedans. Et moi, je leur dis, de toute façon, on a un rôle, c'est de sauver la boîte. Donc, au bout d'un an, 170 000 euros de chiffre d'affaires, c'est ça ? Ouais. C'est quoi comment dire, les marqueurs importants dans l'évolution ? Comment... c'est quoi ? Il y a des étapes qui sont plus clés que d'autres, finalement, ou c'est une progression qui est assez continue C'est une progression assez continue. Ouais. Parce que... et d'ailleurs, qui est plutôt bien sur le plan industriel. Parce que quand tu as un appareil de production à gérer derrière, je rappelle toujours, nous, tout ce qu'on vend, on le fabrique. Donc c'est bien beau de multiplier par 10 les ventes, mais si tu ne le fabriques pas, ça ne va pas. C'est pour ça que je te posais un peu des questions sur l'outil industriel. J'ai eu la chance, avant qu'on enregistre, de faire le tour justement de l'usine. J'ai d'ailleurs compris qu'il y avait eu une grosse extension qui avait été faite en 2018 pour... Et aujourd'hui, tout l'espace est utilisé, donc on voit bien que mais tu vois, par exemple, ça fonctionne. Oui, bien sûr, tout l'espace est utilisé, tout est digital dans l'usine, donc ça, c'est une étape supplémentaire. Mais à l'époque, tu vois, on n'a pas de moyens, donc qu'est-ce qu'on fait ? On garde l'usine, on emmène les gens en leur disant, de toute façon, on n'a pas le choix, donc on démarre comme ça, on fait notre premier site, on fait notre collection, on a un photographe qui est le père de la personne qui développe les sites, on démarre comme ça. Les commandes, on les saisit sous Excel, on fait des tirages, voilà, tout est comme ça. Et on fait ça pendant 2 ans. La deuxième année, on doit faire 700 000 euros. 170, 700 000, ce qui est colossal. Ouais. Ce qui nous remet à flot. Okay. Et ce qui donne confiance à nos partenaires. C'est-à-dire nos banques disent, oh, là, ils ont réussi quelque chose, ils trouvent quelque chose. Et donc là-dessus, on démarre, on commence là à se dire, bon, voilà, il va falloir qu'on se structure. On prend une personne au service client. Ouais. T'arrêtes de répondre à tes clients ? J'arrête de répondre. En fait, je réponds toujours, notamment le dimanche matin. On met en place quelqu'un, on jette les bases de ce qui aujourd'hui est le service client. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute l'entreprise a toujours eu comme... et ça, c'est la fondatrice, Madame Billy, qui l'avait. Le client, il faut bien le servir. C'est vrai, c'est culturel ici. Cette bienveillance vers le client. La seule chose qui a changé l'Internet, c'est le délai. Parce qu'avant, tu faisais en une journée, il faut le faire en 1 heure. Donc nous, on a un point d'honneur. C'est-à-dire un client appelle, il est traité dans l'heure. Un mail est arrivé, il faut que dans les 2 heures, le client ait une réponse. Donc, si tu veux, on a développé tout ça, petit à petit,
avec des briques et de broc. Hein. Le site, il marchait bien, mais voilà, on a fait ça comme ça. Et puis ça continue à se développer, on a dû faire 1 ou 2 millions. Puis en 2006, on a eu beaucoup de chance, on a gagné le prix Google digital, c'est-à-dire qu'on a eu un prix dit Google pour le digital. C'est-à-dire on a été élu PME de l'année dans le digital, dans la catégorie transformation digitale. Donc ça nous a fait beaucoup de bien aussi. En termes de noto ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après, eux, ils ont communiqué dessus parce que ça servait aussi leurs intérêts. C'est là qu'un certain nombre d'acteurs se sont intéressés à nous et c'est comme ça qu'on a eu la fibre. Et puis là, ça commençait à vraiment prendre. Là, si tu veux, on avait commencé à recruter. Donc là, le recrutement, justement, parce que là, tu structures. Quand on structure, c'est aussi une phase d'investissement, quelque part. Absolument. Les investissements, ils peuvent avoir lieu à la fois dans l'outil industriel, mais aussi dans le site. Peut-être que ton site, il fallait le repumper, oui, bien sûr. les bases de données, les systèmes informatiques. En fait, tu essayes de tout faire en même temps. Alors, pour être tout à fait clair, j'ai un de mes associés qui est assez doué en informatique, voire extrêmement doué. Okay. Et ça a été clé, puisque c'est aussi une des raisons, je te disais tout à l'heure, optimiser le travail des commerciaux, ça a commencé par ça. Mais on a vite compris qu'il fallait qu'on fasse tout évoluer pour qu'on soit capable de tenir par rapport à la charge. Donc la première chose qu'on a commencé à faire, c'est recruter. On a une activité de main-d'œuvre, donc on a commencé à recruter. Les principaux besoins se trouvaient dans l'usine ? Ouais, dans l'usine. C'est pas compliqué. En créant le site, on a créé un peu plus de 50 emplois. Il y en a 47 dans l'usine. Donc maintenant, on doit être à 55. Donc il y en a 48 ou 49 dans l'usine. Mmh. Parce que notre première chose, c'était de produire les rideaux. Donc on a mis du monde. Ça nous a permis En fait, tu le fais étape par étape. Donc ça nous a permis de répondre à la demande des clients. Après, on s'est aperçu qu'il fallait améliorer le site parce qu'il y a plein de choses qui évoluent. C'est-à-dire que tu as quand même des nouveaux outils qui apparaissent, il y a des exigences chez Google qui sont plus élevées. Le client aussi, il s'attend à avoir un niveau de... Le configurateur d'aujourd'hui, c'est le même que celui de l'époque ? Probablement pas. Les bases, oui, mais il a considérablement évolué. Puis tu as aussi des concurrents. Les concurrents, c'est très bien, les concurrents, parce qu'ils te forcent à jamais dormir. Ouais, c'est ça. Mais il y a une chose qui n'a pas changé, c'est notre positionnement. Donc petit à petit, l'offre produit s'est enrichie. Parce que là, on parle de choses, le canal de vente et de production. Ce qui fait le lien, ce sont les produits, puisque je pense qu'au début, il y avait, en visitant l'usine, j'ai bien vu en fait les catégories. On les avait pas au début. Voilà. Parce que l'énorme intérêt d'Internet aussi, c'est de savoir très facilement ce que les clients veulent. Ce que tu ne sais pas toujours sur des canaux traditionnels. Donc là, tu as des outils fantastiques. Quand tu sais combien de clients font une recherche sur des moustiquaires, tu te dis, oh putain, et si je faisais des moustiquaires ? Parce que les moustiquaires, c'est juste un store enroulable. Je sais faire. Comment je peux le faire ? Tu cherches tes fournisseurs, tu trouves une offre de moustiquaires, tu la construis, tu la bâtis. Et puis au bout de 2 ans, tu fais 25 000 moustiquaires par an. Parce que c'est ça le digital aussi pour une PME industrielle. C'est mettre un peu de marketing, un peu de commerce dans l'industrie traditionnelle. C'est ça qui est très étonnant. Et du coup, tu crées tu crées des envies chez les salariés. C'est-à-dire, il y en a, ils faisaient ça, ils disaient moi je veux bien m'occuper de ça, et tu crées une dynamique autour de tout ça. Pour illustrer ce que tu expliques, la personne qui m'a fait faire le tour de l'usine m'expliquait que là, donc, ce sont tu parles des moustiquaires. Donc, effectivement, on enregistre un 19 mai. Il y a une saisonnalité du moustique. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui achètent les moustiquaires. J'ai vu comment elles s'étaient fabriquées. Elle me dit, là, dans très peu de temps, on va avoir les moustiquaires latérales. Oui. Puisque, donc, en fait, tous les stores, les fenêtres, c'est vertical. Les fenêtres, voilà. Et les portes, c'est latéral. Et là, elle me dit, là, c'est sûr, ça va partir comme des petits pains. Bah oui, c'est-à-dire que... Mais c'est toujours un mélange. Mais c'est super parce que elle te dit au service client, nous on tient des fichiers, combien il y en a qui vous ont demandé des moustiquaires latérales, donc on se dit, il faut qu'on les ait parce qu'on a trop de clients qui nous les demandent. Donc derrière, qu'est-ce que tu fais ? Tu cherches une offre, tu cherches avec tes fournisseurs. Après, tu vas la construire avec l'usine. Donc ils sont un peu stressés à l'usine parce qu'ils se disent, putain, en fait, les moustiquaires latérales, on les lance demain. D'accord. On va avoir le week-end, là. Lundi... On a été les voir, on a dit, ça se trouve, lundi, on va en avoir partout, il va falloir qu'on s'organise. Mais c'est ça la vie de la PME. C'est ça qui est excitant dans la vie de ça.
Bien sûr. C'est de dire aux gens, tu vois, on avance, on progresse, on fait d'autres choses. Et voilà, et puis on a, quand on a recruté des gens, on a formé les équipes, aujourd'hui tous mes anciens, ils sont responsables de fabrication. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant, ils ont pris des responsabilités, ils encadrent des gens, ce qui était même pas envisageable il y a 10 ans. Tu vois, il y a 10 ans, on essayait de sauver la boîte. C'est-à-dire qu'on est passé d'une logique de survie à une logique de développement. Alors justement, pour aller dans cette... on peut que dire bravo. C'est une très belle histoire. Justement, dans cette logique de développement, le recrutement. Tu vas me dire comment ça se passe pour toi, ici, à Notonville. Le recrutement, tu as commencé à l'évoquer. Pourquoi je te pose la question? Parce qu'on peut entendre un peu partout sur le territoire français qu'il y a des problèmes de recrutement. Oui. Quelle est cette réalité pour toi? Alors... La première chose pour planter le décor, c'est que nous, la plupart des gens, sauf les couturières, nous les formons en interne. D'accord. C'est-à-dire que ce que je vais dire concerne mon business, c'est-à-dire de gens qui, pour tout ce qui est montage des stores, ils sont pris en main par les anciens compagnons qui vont les former. Ce qui n'est pas le cas dans certaines PME qui cherchent des profils très particuliers, qui ont besoin d'avoir des formations à l'extérieur. D'accord, ouais. Voilà. Ok. Pour nous, c'est plus simple. Le digital a été pour nous une bouffée d'oxygène extraordinaire. On l'a bien compris, oui. Non, mais même sur ça. Ah oui. Parce que le fait que le travail soit visible a rendu l'entreprise plus attractive. Oui, c'est ce que tu me disais avant qu'on enregistre. C'était avant quelqu'un qui expliquait qu'il fabrique des stores pour un collège. C'est pas forcément facile de dire dans son entourage, voilà, c'est ce que je fais. Oui. On imagine ce que c'est qu'un store, mais on le voit pas. Oui. Alors que là, il peut dire, va sur le site, et tu vois, cette référence-là, c'est moi qui la fabrique. Ouais. Et puis, par exemple, tu tapes store, regarde, tu tombes sur ma boîte. Donc, si tu veux, il y a une fierté qui s'est mise. De toute façon, on a eu une explosion de la cooptation en interne. J'ai beaucoup de gens où j'ai le père ou la mère, l'enfant, le mari, le conjoint. Voilà. Donc, finalement, c'est pas trop compliqué. Non, j'attends de voir comment ça va se passer là dans les prochaines semaines. Non, pour l'instant... Pour l'instant, on s'en est bien sorti parce que la petite notoriété qu'on a au niveau local, les quelques articles qu'on a eus localement aussi, nous ont fait du bien. Et donc, on a recruté pour l'instant facilement. Encore une fois, je le répète, on forme complètement en interne les gens. Ok. Et puis, moi, j'ai des jeunes, j'ai des personnes plus âgées, tout ça, c'est très bien. La mixité de tout ça est très, très bien. Ouais. Pour rester sur comment fonctionne l'entreprise, de façon très concrète, il y a quand même des sujets là qui sont conjoncturels, économiques, géopolitiques. Comme tu fabriques, tu as besoin de matières premières. Ouais. Pour faire un store, ça peut être fait en alu, ça peut être fait en bois, il y a du tissu. L'approvisionnement est clé dans... Surtout qu'on est dans des délais courts, puisqu'on vend quand même du fait qu'un client doit avoir du... C'est entendu, c'est en flux tendu. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de stock, de ce que j'ai pu voir. Il n'y a pas beaucoup de... C'est quoi la situation pour toi? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui t'inquiète ou pas? Est-ce que ça peut être un frein au développement ou alors non? Ah si, attends. D'abord, que ça m'inquiète... Oui, enfin en tout cas c'est quelque chose que l'on suit, qui devient un sujet très important. Le point positif, c'est que dans le cadre de notre développement, on est devenu assez important pour un certain nombre de fournisseurs et on ne les a jamais lâchés. C'est-à-dire qu'on a les mêmes fournisseurs depuis 20 ans. Et ça aussi c'est important, c'est-à-dire qu'on a créé un lien et une fidélité avec eux qui est forte. C'est-à-dire qu'on travaille en vrai partenariat. Là je viens d'acheter un Andalus. Alors, je viens d'acheter un Andalus, j'ai pris le pari, j'ai dit acheter un Andalus sur un certain nombre de références. Il se trouve que je peux le faire parce qu'on a eu la trésorerie et que grâce au Covid, nous, on s'est un peu développé. Après, je suis comme tout le monde, le bois en ce moment, c'est très compliqué. Donc, mais les clients sont bienveillants parce que tu sais, on leur dit la vérité, on leur dit voilà, on a celui-là on l'a pas, on peut vous envoyer un échantillon de celui-là, si vous le voulez, on peut faire celui-là à la place. Mais les gens sont super bienveillants. Si tu les traites bien, si tu leur expliques que il ne faut pas leur raconter de conneries, quoi. Après, on a des problèmes. Il y a un article qui sort aujourd'hui. Somfy dit qu'ils reviendront peut-être à la normale en 2023. Pourquoi ? Parce que tous les éléments qui contiennent de l'électronique, c'est l'enfer. Donc ça veut dire nous, on a des télécommandes, on a des moteurs, on a des choses comme ça. Oui. Aujourd'hui, moi, je ne me plains pas parce qu'on n'est pas les plus à plaindre du tout. C'est-à-dire qu'on a la capacité à
à honorer. On a fait des stocks, on a des fournisseurs qui sont assez solides aussi, avec qui on a anticipé le truc. En fait, la vraie chose, c'est qu'on a anticipé le truc. Tu dis que les fournisseurs, dans le Made in France, tout ne peut pas être Made in France. Ah bah non. Il y a des choses qu'on fabrique plus en France. Bien sûr. Donc, et t'en as quand même quelques-uns des fournisseurs qui fabriquent en France ta matière première. Oui, bien sûr. Beaucoup. Pas l'alu, j'imagine, par exemple. Alors, l'alu, non, parce que en fait, l'alu, tu as deux choses. Tu as la barre d'alu, qui est un vrai problème aujourd'hui, parce que l'alumine, on sait d'où elle vient, donc c'est un peu compliqué. Et après, nous, on achète des profils, donc c'est-à-dire qu'ils ont été filés. Or, il n'y a plus de fileurs en France, mais en revanche, on a des fileurs en Europe. C'est en Espagne et en Belgique, on en a. Donc, nous, on travaille avec eux. Les tissus, ils viennent d'où? Alors, on a deux très beaux fabricants de tissus en France. Un pour les rideaux, qui est une boîte qui s'appelle Sotexpro, qui est une boîte qui est à côté de Saint-Étienne. Et on a un magnifique fabricant de toiles français qui s'appelle Ferrari, qui lui est basé à la Tour du Pin, donc au pied des Alpes, et qui lui est un fabricant de la meilleure toile du monde, qui s'appelle Ferrari. Et eux essayent de trouver du fil et tout ça, donc c'est compliqué pour eux. Mais ça, tout ça, c'est franco-français. Alors ça, c'est super français. Mais t'as pas que ça, il faut pas se raconter d'histoire. Non, mais bien sûr. Il y a des choses qui viennent un peu plus loin. Non, mais attends, il n'y a pas un piège. Non, mais c'est pas un piège, C'est-à-dire que on a investi dans une autre société qui fabrique des spots. Tu vas en parler. Je vais t'en parler après. Là, on vient de trouver un fournisseur de puces LED français. Et on est super content. Mais il y a des choses où tu peux pas trouver. Je sais bien. Où tu arrives pas. Tu peux pas. Il y a des choses où tu n'y arrives pas. Non, je sais bien. Pas. Parce qu'il y a quand même tout un tas d'éléments qui ont été, au fil du temps, un peu abandonnés, qu'il faudra réintégrer. Ouais, c'est une réalité. Pour conclure sur les rideaux, les stores et les rideaux, parle-moi du positionnement prix sur le marché, parce que tu as commencé à l'évoquer. Il y a du haut de gamme, il y a du bas de gamme, il y a du milieu de gamme. Qu'est-ce que vous revendiquez comme place? Nous, on revendique un service très haut de gamme, accessible. D'accord. Ça, c'est notre positionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les composants qui rentrent dans nos produits sont ce qui se fait de mieux sur le marché. D'accord? Et c'est à nous, et on essaye de mettre les plus belles toiles, les plus beaux tissus, pour rester positionné correctement. On n'est pas les moins chers, jamais. On n'est pas un discounter, parce que et c'est un discours qu'on entend assez bien les clients. Nous, on veut pratiquer le juste prix. Pourquoi? Pour payer correctement nos salariés, pour pouvoir continuer à investir, pour pouvoir continuer à rechercher des bons produits, pour pouvoir continuer à travailler. D'accord? Donc notre positionnement, il est très simple. C'est le juste prix, avec des composants haut de gamme, pour servir nos clients et qu'ils soient contents des produits. Donc moi, je me positionne aujourd'hui comme moyen haut de gamme plus. Ouais, franchement, clairement ça. Et aujourd'hui, si tu veux, c'est notre signature, c'est mettre du sur-mesure à la portée de tout le monde. Ok, c'est très clair. Avant qu'on passe sur la dernière partie, qui est les clients, enfin la donnée client, la relation client, tu as commencé à parler des spots. Éclaire-nous, sans jeu de mots, sur cette activité qui vient d'être intégrée, qui n'est pas très... Je vais faire une toute petite digression avant de te parler des spots. C'est-à-dire que toute cette aventure, parce que je ne vais pas t'expliquer que j'avais tout prévu, c'est pas vrai, ça se construit au fur et à mesure, toute cette aventure, elle m'a permis de découvrir et de comprendre qu'on avait en France plein de petites PME qui avaient un vrai savoir-faire, et qui souffraient d'une difficulté à savoir le commercialiser, à savoir le mettre en valeur, et qui étaient souvent dépendants de gros distributeurs, qui étaient indispensables. Il ne s'agit pas d'opposer les gens, mais que c'est eux qui avaient la main sur le client final. Et je me suis aperçu à travers notre aventure que le digital, pour des petites PME industrielles comme la nôtre, c'était une aubaine. C'était fantastique, c'était la possibilité de créer un lien super fort avec le client final. Ce que je te disais tout à l'heure, on a 40% de notre chiffre d'affaires chaque mois qui est fait avec des clients qui avaient déjà acheté quelque chose chez nous. Ça veut dire que tu peux créer ce lien, même par Internet. Parce que les filles qu'on a au service client, elles sont extra. Parce qu'elles sont avec le client et qu'elles vont jamais rien lâcher pour essayer de faire en sorte qu'il soit content du client.
Nous, on a 96% de clients satisfaits. C'est le seul truc que je regarde. Parce que tout le reste n'existe pas. Tu peux parler de prix, tu peux parler de positionnement. Si ton client n'est pas content, tout le reste ça s'effondre. Donc moi, ça m'a fait prendre conscience de quoi ? Qui est de dire qu'on avait des PME qui avaient un vrai savoir-faire et qu'on avait une opportunité qui s'appelait le digital. Et qu'il ne fallait surtout pas les opposer, il fallait surtout essayer de comprendre comment l'un pouvait servir l'autre. Et ça, c'est devenu, si tu veux, le développement de la stratégie du groupe. C'est-à-dire que maintenant, moi, je n'ai qu'un objectif, à titre personnel, c'est de trouver des PME qui s'inscrivent dans notre environnement, c'est-à-dire qui fabriquent en France des produits de qualité, respectueux de l'environnement, de façon artisano-industrielle, et d'utiliser le digital pour les mettre en relation avec le client final. Et c'est ça que je veux faire. Avec une seule finalité, c'est de créer de l'emploi. C'est le seul truc qui m'amuse. Ça, c'est l'introduction à justement la boîte de l'aide. Ouais, c'est justement ça. Et du coup, moi, j'ai travaillé avec les chambres de commerce parce que eux, qu'est-ce qu'il faut ? Ils connaissent toutes les entreprises du territoire. Et je leur ai dit, voilà ce qu'on veut faire, voilà ce qu'on a fait. Et on aimerait pouvoir dupliquer ça dans des domaines qui sont autour du confort et de la déco. La lumière, c'est le décor, c'est le confort. Ouais, le même écosystème, quoi. Même écosystème. Et il m'a trouvé une petite boîte qui existe depuis 25 ans, qui fait des spots LED totalement ahurissants de qualité, mais qui est un foutu de les vendre, quoi, qui survit depuis quelques années, qui a été fondée par un monsieur qui est décédé, mais c'est ses 2 filles qui sont dedans, qui sont toujours dedans, qui resteront dedans. Et on est en train de digitaliser cette entreprise pour qu'on puisse mettre... Parce que je considère que c'est génial de mettre à la portée du consommateur des produits comme ça. Alors c'est vrai que les spots sont plus chers. Mais quand tu vois la merde qu'on te vend aujourd'hui à des prix délirants et qu'on bousille les yeux des gens sans qu'ils le sachent et qu'on dise... C'est fantastique de faire ça parce que tu prends un spot dans la main, tu regardes comment c'est fait, tu regardes le savoir-faire des gens, tu regardes le savoir-faire de l'usine. C'est génial. Sauf que ces gens sont appelés à mourir parce qu'ils ne savent pas se mettre en liaison avec le client final. C'est impossible. Et donc c'est ça qu'on s'est fixé comme objectif parce que c'est ça que je veux faire. Et aujourd'hui, tu as plein de sujets sur lesquels... le digital, que moi j'ai toujours considéré comme un canal de distribution, et je sais d'où on vient dans le digital, parce que moi j'ai travaillé avant dans le machin. C'est vraiment une opportunité fantastique. Arrêtons d'avoir peur. Il faut simplement que les PME industrielles apprennent à vendre. Elles se battent pour ça, parce qu'elles ont des choses à faire valoir. Et que tu as de la compétence, mais c'est du délire. Tu as une compétence qui est incroyable, qui est totalement insoupçonnée. Et tu ne peux pas laisser partir ça, c'est juste impossible. Bon, écoute, ça, c'est une belle... Non, mais... Encore une fois, moi, j'ai 57 ans, si tu veux, ma carrière, elle est faite, c'est pas ça. C'est ça qui est amusant. Ouais, non, mais je comprends bien. Et c'est ça que je veux transmettre à mes enfants. C'est ce qui t'anime profondément. Intrinsèquement. Ça se sent. Justement, tu parles de la mise en relation avec le client final. Ouais. Ce client final... on va y revenir quand même un peu, parce que pour, à mon avis... c'est la clé. Conclure un peu terminer notre conversation, c'est bien de revenir sur le client, parce qu'effectivement, c'est lui qui est au centre de toutes les préoccupations. Ouais. Comment ça se passe chez vous, cette relation ? Comment ça se passe, le CRM, l'acquisition, la fidélisation, les réseaux sociaux ? Bref, tu as commencé à apporter des éléments, des bribes de réponses. J'aimerais que tu développes un peu. Alors, je vais développer, on va parler de tous les outils, mais d'abord, le mot-clé, c'est la bienveillance. C'est vraiment que tout le monde... C'est ce que je dis à un client, à un produit, quand on a fait un produit qui est raté, parce qu'on en rate, je dis, mais on a envoyé de la merde au client, tu ne peux pas faire ça. Donc on recommence, on le fait bien. C'est vraiment avoir envie de servir le client. Et ça, c'est la clé de tout. Et après, tout ce que tu vas mettre comme outil, c'est destiné à atteindre cet objectif. Il n'y en a pas d'autre. C'est vraiment la volonté. Ça commence d'abord par les gens. Service client. C'est tout ce qu'on leur demande. C'est d'abord, tu commences qu'un client t'appelle, tu le rappelles tout de suite. Il y a un client a envoyé un mail, tu lui réponds tout de suite, essaye de lui répondre bien. Si tu n'es pas compréhensible, tu l'appelles. Toujours essayer de faire le maximum. Je vais te dire, moi le dimanche matin, je réponds aux mails. Parce que je ne peux pas laisser un client qui... Tu t'imagines, tu es chez toi, tu te poses des questions, tu vas attendre quoi ? Tu as du temps, il faut bien s'en occuper. Et je trouve que en plus, c'est super valorisant. Tu as un client, il t'appelle, tu le renseignes, tu l'aides, tu l'accompagnes. 5 minutes après, tu vois la commande tomber. T'imagines là, c'est hyper gratifiant pour bien sûr, service. Mais bien sûr, hyper gratifiant. Mais bien sûr. Hyper. Et donc nous, on a des outils, c'est-à-dire qu'on trace tout, on trace tout ce qu'on a avec les clients.
Mais c'est d'abord de l'humain, au niveau du service client. Après, on a aujourd'hui un outil informatique, parce que ça, on n'en a pas parlé du tout, mais en grossissant, on s'est doté d'un outil informatique qui nous permet de tout tracer, mais vraiment tout. C'est-à-dire qu'on a développé notre propre ERP, qui, tous les soirs, aspire toutes les commandes, passe les commandes directement au fournisseur, génère les ordres de production à l'atelier. On a développé un moteur qui organise la production automatiquement pour distribuer les feuilles de travail aux gens. Toutes les équipes dans l'usine, dès qu'elles ont fini une tâche, elles la scannent, comme ça remonte, on sait exactement tracer tous nos produits. Donc oui, il y a un investissement technique, évidemment. Mais toute cette technique, elle sert qu'à une chose, c'est à renseigner le client, sinon tu n'en as rien à foutre d'avoir des techniques partout. Tu vois, Ce qui permet au service client de répondre, de dire, votre produit il est en cours de fabrication. Mais c'est aussi ce qui a permis de faire évoluer les gens qui achètent. Quand tu achètes pour des rouleaux pour une école que tu vas poser dans 6 mois ou dans 3 semaines ou dans 5 semaines, mais là tu as la fille du client, elle dit, je lui dis quoi au client ? Donc il faut que tu relances le fournisseur, il faut que tu sois exigeant vis-à-vis des fournisseurs. Donc toute la boîte s'est mise au service du client. Parce que dans le digital, il y a un truc qui est très nouveau, c'est que le client, il a la main, c'est lui qui commande. Du jour au lendemain, il a une offre à côté. Il a toujours commandé, il a toujours eu la main, mais là, il a une offre. Mais il a une offre qui est très large. Et puis alors, en un clic, il change. D'une part. Alors moi, j'ai été élevé comme ça, parce que mon père travaillait dans l'industrie pharmaceutique, il était répartiteur pharmaceutique. Et donc, la répartition pharmaceutique, tu ne choisissais pas les prix, tu ne choisissais pas le produit, parce que par définition, tu vendais les médicaments. Donc, tu n'étais là que par la qualité du service. Un pharmacien pouvait changer de répartiteur en 10 minutes. Donc, moi, j'ai été élevé dans cette culture-là. Tu vois ce que je veux dire ? Et ce que j'essaye d'inculquer à toute la boîte, c'est que tout le monde doit se mobiliser pour permettre au service client de traiter le correctement, parce que lui, il est en frontal. Ça, c'est super important. La deuxième chose, c'est que l'Internet te permet de savoir tout de suite distinguer ce qui est un bruit et ce qui est un signal. C'est-à-dire que et ça c'est très important, c'est-à-dire que quand tu t'aperçois qu'il y a plusieurs fois des choses qui remontent, tu sais que tu as un problème qu'il faut le traiter. Donc ça permet d'être extrêmement réactif. Ça, c'est une des forces du digital que tu n'as pas toujours avec les réseaux classiques, parce qu'il y a l'inertie du réseau qui n'existe pas dans le digital. Le digital, c'est instantané. Donc ça, c'est important. Donc nous, ce qu'on essaye d'améliorer, c'est aussi beaucoup d'enquêtes. Sans arrêt, on demande des choses aux clients, qui nous répondent d'ailleurs de façon assez bienveillante, pour essayer d'améliorer les choses. Maxime est très branché sur l'expérience client, c'est très important. Là, on va être obligé de faire évoluer notre site pour reprendre un petit peu encore de la qualité dans ce domaine-là. Mais donc, si tu veux, on a beaucoup d'outils informatiques pour une PME de notre taille. On est super équipé. Je peux piloter la production avec mon téléphone portable de n'importe où. Mais c'est pas ça la finalité. Ça, on en a besoin pour pouvoir servir et informer le client rapidement. C'est uniquement ça. Il n'y a que le client. Il n'y a que l'information du client, si tu veux. L'intérêt du digital, c'est que le client a besoin d'informations. Et il faut la lui donner dans un format qui soit exploitable. C'est-à-dire que les gens veulent de l'info, ils ne prennent pas le temps de lire, donc il faut trouver des moyens. C'est à toi de te casser la tête. D'ailleurs, c'est pour ça que tu parlais des tutos, c'est pour ça que tu parlais... voilà. Comment s'intègrent les réseaux sociaux dans la stratégie de la relation client ? Parce que quelque part, ils y participent. Alors, là-dessus, on est en train de travailler. On n'est pas des experts des réseaux sociaux, donc on a embauché une jeune femme, une alternante, qui s'occupe de ça. On travaille beaucoup le SEO aussi, puisqu'on vient là-dessus. Mais on a une population, si tu veux, qui est... D'abord, il faut toujours, c'est ce que j'explique toujours aux équipes, c'est regarder quelle est votre cible, quelle est votre population client. Quand il y a des gens qui ont, en moyenne, nous, on a des gens qui ont en moyenne entre 48 et 52 ans qui sont nos clients, ça ne sert à rien de passer des heures sur TikTok, sur des machins comme ça. Ce n'est pas ça le sujet. Bien sûr. Donc, c'est déjà bien comprendre ton client, comment il réagit, qu'est-ce qu'il a envie de savoir, où est-ce qu'il a envie d'être contacté, comment. Donc, aujourd'hui, on se sert des réseaux sociaux et on s'aperçoit que ce qui marche chez nous, en tout cas dans les réseaux sociaux, ce n'est pas tellement le business, parce qu'il ne faut pas harceler les gens. Je trouve qu'ils ont beaucoup d'infos. Ce qui marche super bien, c'est tout ce qui... En fait, ils aiment les PME, les gens. La vie de la boîte, exactement. Ça ne m'étonne pas. Et en fait, tout ce qui fonctionne bien avec eux, où on a du lien avec eux, parce que sur le plan de la qualité de service, ils nous le font savoir, et puis je te disais, les chiffres tout à l'heure de réachat qui sont assez évolués, en fait, on vit vachement avec eux. Et en fait, ils s'intéressent vachement à ta boîte. Tu vois, quand on a fait construire la deuxième extension, on a mis un message, puis on leur a simplement dit merci. Ça a été dingue, le retour qu'on a eu. Tu peux faire la plus belle offre que tu veux, la plus belle promo, tu n'auras jamais ça. Parce que les gens sont
En fait, je pense qu'il y a un vrai amour entre les gens et les PME. Il y a un vrai lien. Il y a un vrai lien. Parce que d'abord, beaucoup travaillent dedans, donc ils savent ce que c'est. Donc, voilà. Oui, bien sûr. Mais je pense que tu vois, tout ce que je pensais de l'Internet était faux. Tout, à peu près tout. Tu vois, l'Internet, je trouve que ça a été, en tout cas pour notre société, ça a été un moyen de créer un lien humain super fort. On n'a jamais eu autant de retours chaleureux que grâce au digital, grâce aux gens, grâce aux mails, grâce à tous ces trucs-là. Moi, quand je suis arrivé dans la boîte, il y avait un mail, il y a 16 ans. non, mais voilà, il y avait un mail. Ouais. Il y avait un mail, voilà. Ouais, l'entreprise est complètement transformée. Mais on n'a rien changé des basiques. Tu vois ce que je veux dire ? Mais t'as pas changé d'ADN. Mais la réalité, c'est qu'il y a eu de la transformation. Oui, bien sûr, on ne peut pas l'ignorer. Hein, oui, non, mais je vais être clair là-dessus. Comment, juste pour qu'on comprenne bien, l'activité d'avant, elle existe toujours. Ouais. Ok. Et elle représente une partie importante aujourd'hui du chiffre d'affaires ? Alors, elle fait les bonnes années. Alors, l'année dernière, elle a bien marché, donc on est super content, parce que moi, je trouve que c'est vachement important. Parce que, si tu veux, au début, je vais répondre à ta question. On avait cette activité-là, on a créé l'activité pour les particuliers. Puis, entre-temps, on a créé un autre site qui s'appelle ProSolaire, qui était pour s'adresser aux petites collectivités, aux petites mairies, que les commerciaux ne pouvaient pas aller voir. Je t'ai expliqué tout à l'heure qu'ils ne peuvent voir que 1000 clients par an. C'est toute petite, où le maire n'est pas là tout le temps, et il commandait ses rideaux pour les toutes petites collectivités. Donc on a créé un site qui est dédié à ces petites collectivités-là, qui utilise le canal Internet et les produits de la force de vente. Okay. Bon. Et si tu veux, pour reprendre ta question, que j'ai un peu perdue... Et c'est la proportion, finalement, dans le chiffre d'affaires. Et donc, aujourd'hui, c'est 65% du digital, le groupe. D'accord. Tu communiques sur des éléments de chiffre d'affaires ou c'est un truc... Oui, je ne cache rien. C'est quoi à peu près ? On fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Et donc 65 qui se trouvent en ligne. Oui, en ligne. Ouais. Et les croissances sont... si tu veux, aujourd'hui, on a la force de vente est dans une croissance assez faible. On essaie mais ça marche. Et on pense doubler dans les 4 ans. Oui, il y a des grosses ambitions. Hein. Ouais, mais si tu veux, parce qu'on va enrichir l'offre, parce qu'à chaque fois que tu enrichis l'offre, tu adresses un nouveau segment de marché. Et parce les clients nous le demandent. Puis tu sais, il y a un lien de confiance. On a un peu plus de 300 000 clients aujourd'hui. 300 000 clients. 300 000 clients, ça te permet de travailler avec eux, ça te permet de les accompagner. Ce que je te disais tout à l'heure, j'ai été vachement surpris par ça. C'est-à-dire que les clients qui... Tu vois, on a des clients qui refont un jour leur cuisine, après ils font une chambre d'enfants, après ou alors il y en a, ils ont leurs enfants qui s'installent. C'est hyper intéressant que tu nous dises ça, parce que finalement, quand on pense à ça, et peut-être que, je sais pas... je suis pas représentatif, mais je dis, je vais avoir un besoin pour un store parce que y a une pièce de la maison qu'on a besoin. Et je vais l'acheter chez toi. Mais après... Oui, mais après, si le besoin... Tu vois, tu parlais tout à l'heure des clients. Il y a très peu de clients qui savent exactement ce qu'ils veulent. Ouais, ok. Ils ont éventuellement besoin de faire le noir, se protéger des regards indiscrets. Ils ont une vague idée. Ils ne sont pas certains du produit qu'il faut mettre. Il y en a plein qui sont comme ça. Tu crois que tout le monde sait ce que c'est qu'un vénitien à lui, un vénitien à bois? Non, ça c'est ce que d'abord on explique au début. Les gars, c'est pas parce que toi tu sais, c'est ton métier que tout le monde sait. Tu sais, même lorsqu'on a commencé à faire de l'AdWords, on a appris à appeler nos produits différemment. Tu vois, un store vénitien pour nous, c'est un store vénitien. Non, il y en a qui appellent ça store à lamelles, store à machin. Tu vois, il y a tout un champ lexical. Il y a tout à apprendre. Ouais. Et aujourd'hui, si tu veux, on suit les clients, on vit avec eux. Et moi, je trouve que c'est vachement bien. C'est-à-dire que je suis convaincu que les gens te font confiance. C'est le lien de confiance que tu vas créer avec les gens. Tu vois, la personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, elle appelle le service client. Le service client lui dit... On a plein de messages de gens qui nous disent « C'est super ce que vous avez fait. Ça correspond exactement à ce qu'on voulait. » Et la personne ne savait pas au début ce qu'elle voulait. Parce qu'au mieux, ils ont une idée de couleur, ils ont une machin, donc les échantillons... Vous les avez véritablement accompagnés, c'est là où finalement Mais on fait ce que tu fais dans une boutique. C'est-à-dire que quand tu arrives dans une petite boutique, tu sais, on dit souvent, la boutique locale, ils prennent le temps. Tu sais, c'est pareil. Tu prends le temps. Tu prends le temps d'expliquer au client parce que tu as envie qu'il soit content. C'est juste ça, c'est juste le bon sens qui dit, voilà, je vais prendre le temps avec le client parce que de toute façon, s'il n'est pas content, j'aurais raté mon acte de vente. Je l'aurais raté, il est raté. C'est parce que tu as vendu que tu as réussi. Tu as vendu si le client est content de ce qu'il t'a acheté. Là, tu as réussi. Sinon, non.
Eh ben, j'ai l'impression que tu y arrives plutôt pas mal. Pour l'instant, ça se passe bien et j'espère qu'on va y arriver. Que tu vas continuer à y arriver. Oui, et puis qu'on va pouvoir l'étendre parce que je pense qu'il y a beaucoup de PME qui le méritent. Je pense que c'est ça qui est super. Bon, écoute, Stéphane, merci mille fois pour cette conversation. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous êtes toujours plus nombreux. Merci à Comexposium qui édite le One-to-One Retail e-commerce de Monaco pour son support sur cet épisode-là. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre donc sur store-et-rideau.com. Je pense que si vous tapez juste Store et Rideau dans Google, vous allez tomber dessus directement. Si vous voulez avoir des infos sur Stéphane, son LinkedIn, à mon avis, doit fonctionner. Sinon, vous pouvez passer par moi et puis je ne manquerai pas de lui transmettre vos messages. Stéphane, merci sincèrement pour la qualité de cette conversation, la sincérité qui a transpiré dans cet échange. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et, merci. En tout cas, merci en tout cas de faire connaître notre travail. Écoute, on a besoin important. aussi de gens qui... Parce que ça transmet aussi du positif un petit peu. Bien sûr. Ça transmet aussi un peu des... Voilà, et tu as envie de le faire, quoi. C'est vachement important. Merci. Merci à toi. À bientôt. Salut.